Aujourd'hui, la diversité, elle est visible au sein de chaque classe. Alors, pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a une diversification à l'échelle de la société, dans chaque ville, dans chaque village. Et puis aussi parce que l'école recrute tout le monde, et ça c'est valable dans le primaire, et c'est valable aussi dans le second degré. Donc, le public est nouveau, le public est différent, le public accueilli par l'école ne ressemble pas à ce qu'il était autrefois, et par conséquent on pourrait se demander s'il ne faudrait pas bâtir une nouvelle école. Une nouvelle école qui assumerait de nouvelles fonctions. C'est l'idée de cette troisième partie, de nouvelles fonctions pour l'école. Pour s'en faire une petite idée, je vous propose qu'on fasse le tour un peu, enfin on fasse un tour, un panorama sommaire et forcément incomplet des fonctions traditionnelles de l'école. Quelles étaient les fonctions de l'école avant même cette période de massification? Alors si on remonte, mettons, au XIXe siècle, avant Jules Ferry, dans les années 1830, l'école de Guizot, par exemple, un Guizot, G-U-I-Z-O-T, un gentilhomme normand qui a joué un grand rôle dans la politique sous la monarchie de Juillet, c'est à lui qu'on doit la loi de 1833 qui oblige chaque commune à entretenir une école. C'est pas Jules Ferry qui a inventé l'école, hein, il faut pas... c'est même pas Guizot d'ailleurs, mais il a joué un très grand rôle. Bon, à l'époque de Guizot, le rôle de l'école, c'était d'abord de contrôler et d'encadrer la société. Le but, c'était de discipliner les enfants, de contrôler leur croissance et de leur inculquer un certain nombre de principes, la priorité étant bien sûr le catéchisme. Contrôler, encadrer la société, ça se voit très bien par exemple dans la création des écoles maternelles. Les écoles maternelles, elles ont été créées dans les années 1830-1840. Alors de façon très approximative et très progressive, très empirique, je dirais, très empirique, parce qu'il s'agissait de résoudre un problème qui était dans les villes l'errance des jeunes enfants. Il faut comprendre qu'en ces débuts de révolution industrielle, les parents viennent des campagnes, s'installent en ville, donc ils perdent leur lien avec leur famille, avec leurs propres parents, qui pouvaient éventuellement, en tant que grands-parents, garder les enfants, par exemple. Ils perdent leur lien avec leurs voisins. Bref, ils arrivent en ville. Il n'y a pas de solution pour garder leurs enfants. Or, s'ils viennent en ville, c'est pour travailler dans les industries qui se développent à ce moment-là. Et ils partent passer la journée dans les usines. Je vous rappelle que la journée de travail, la première fois qu'on a fixé la durée maximale du temps de travail, c'est en 1848 à 11 heures, 11 heures de la journée de travail. Donc les parents partent pendant 11 heures et ils laissent leurs enfants de 3, 4 ans à la maison. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui traînent dans les rues? C'est évidemment une catastrophe sociale. Eh bien, les municipalités décident d'essayer d'organiser l'accueil de ces enfants. Et on a un exemple qui a servi un peu de modèle, une ville qui a été pionnière dans ce domaine. Bon, il y en a eu plusieurs, mais il y a un exemple qui est bien connu, c'est celui de la ville de Lannion, dans ce qu'on appelait à l'époque les Côtes du Nord. Lannion est une ville qui a été parmi les premières à mettre en place ce qu'on appelait une salle d'asile. Une salle d'asile, un asile c'est un lieu où on accueille les gens fragiles, ceux qui en ont besoin. Eh bien, dans les salles d'asile, on accueillait les enfants en bas âge. Alors, à quoi ça ressemblait une classe de maternelle à l'époque? C'était quand on avait de l'équipement et du mobilier, quand on réussissait à trouver des bancs, on alignait des bancs, on asseyait les bambins sur les bancs, et puis au milieu, on mettait une estrade, avec une matrone debout sur l'estrade, avec un sifflet. Et puis, elle regardait tout ce qui se passait autour, et quand elle voyait un gamin bouger, elle sifflait, donc le gamin ne bougeait plus. Donc l'enfant apprenait l'immobilité, l'enfant apprenait l'obéissance. Et comme ça, on contrôlait ces enfants qui risquaient de mal tourner. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation de l'école à des fins de contrôle et d'encadrement de la société. Alors je vous disais que cette école apprenait le catéchisme. Oui, parce que l'une des fonctions de l'école, avant Jules Ferry, c'est de faire des chrétiens, bien évidemment. Je ne développe pas cette question-là, qui je pense est assez bien connue, c'est quand même l'Église qui a été la première à mettre en place tout un réseau d'écoles,
qui, avant la Révolution française, était relativement important, hein. Et il y a même des congrégations religieuses qui se sont créées, des ordres monacaux, hein, ça sonne bien ça, Monaco, ouais, enfin monacal au pluriel, quoi, on s'est compris. Des ordres de moines ou de frères ou de sœurs, comme on disait, donc des congrégations qui se sont créées uniquement pour enseigner. Donc l'enseignement est une activité traditionnelle de l'Église qui souhaite effectivement apprendre aux enfants à lire et à écrire, mais enfin avant tout pour qu'ils sachent réciter le catéchisme. Avec l'école de Jules Ferry, il y a une fonction qui est très nettement affirmée pour l'école, c'est de faire des citoyens, et des citoyens qui sont en même temps des soldats. Il faut comprendre que dans l'école des années 1880, la priorité, c'est bien sûr de faire des jeunes qui sauront, quand ils sont grands, qui sauront se mobiliser pour aller reprendre l'Alsace et la Lorraine, qui ont été prises par l'Allemagne en 1871, et donc préparer la revanche, éventuellement aller conquérir des colonies, c'est l'époque de l'expansion coloniale, et des enfants qui soient aussi des ouvriers, qui puissent travailler dans les usines de la révolution industrielle. Un autre rôle de l'école, et là c'est différent, c'est l'autre école, c'est l'école secondaire cette fois-ci, c'est pas forcément de faire des soldats, alors pas des ouvriers, des chrétiens éventuellement, mais pas dans l'école laïque, c'est de socialiser les élites. Et ça, c'était une fonction qui était clairement affirmée dans le lycée tel qu'il a été créé par Napoléon. Lorsque Napoléon crée les lycées, en 1802, son but, c'est clairement de contrôler, d'encadrer les élites, donc on retrouve l'idée de contrôler, encadrer la société, et de contrôler particulièrement la socialisation des élites, pour que les élites se socialisent dans un cadre qui soit contrôlé par l'État, et aussi pour que l'État organise cette socialisation et que les jeunes bourgeois sachent dans quel monde ils vont s'épanouir et vivre leur vie de membres de l'élite sociale. Alors ça, c'est tout un tas de fonctions de l'école qui datent du XIXe siècle, qui se sont assez bien maintenues, assez longtemps. À partir de l'école de Jules Ferry et surtout à partir du XXe siècle, il y a une autre fonction qui s'affirme, c'est celle d'élever le niveau culturel de la nation. Quand même une conscience de la nécessité d'avoir un pays où les gens seraient mieux formés, sauraient plus de choses, sauraient lire et écrire. On veut notamment des citoyens éclairés. Donc, élever le niveau culturel de la nation devient quelque chose, une priorité importante, et c'est affirmé très clairement, ça, c'est vraiment la priorité qui est affirmée dans le plan Langevin-Vallon, dont je vous avais parlé la semaine dernière, en 1947. Alors, le plan Langevin-Vallon n'a jamais eu force de loi, mais il témoigne d'un état d'esprit, qui est l'état d'esprit de l'époque, 1947, après la libération. La priorité de l'école, c'est vraiment d'élever le niveau culturel de la nation, d'apporter des connaissances et des compétences aux jeunes. Un autre rôle qui s'affirme particulièrement dans les années 60, c'est d'allouer les places sociales. L'école pourrait organiser cette allocation des places sociales. Au fond, on peut se dire, traditionnellement, les jeunes rentraient dans un métier parce que leurs parents pratiquaient ce métier. Les enfants de paysans devenaient paysans, les enfants d'ouvriers devenaient ouvriers, et les enfants de patrons devenaient patrons. Voilà, c'était normal, et même si on remonte plus loin, sous l'Ancien Régime, avant la Révolution de 1789, eh bien, la carrière militaire était réservée, enfin les carrières d'officiers en tout cas, étaient réservées aux nobles, donc le métier dépendait si on était né en milieu noble ou en milieu roturier, et donc les carrières, les places sociales dépendaient de la naissance. Avec l'école de la République, cette idée-là n'est pas encore tout à fait remise en cause, mais elle fait son chemin, et dans les années 60, elle est clairement affirmée. Dans les années 1960, l'école doit permettre à chacun de rentrer, de faire la carrière, d'avoir la vie professionnelle qu'il veut.
Et par conséquent, l'école doit allouer les places sociales en fonction de la réussite scolaire des uns et des autres. Ça, c'est un peu une nouveauté. Dans l'école de Jules Ferry, on le disait encore très peu, ou du moins ça ne valait que pour les élites. L'école de Jules Ferry affirme clairement ce principe qu'on appelle la méritocratie. C'est en fonction du mérite, en fonction de si on a bien travaillé et si on a eu des bons résultats. En fonction du mérite, la méritocratie donc, en fonction du mérite, on pourra ou non accéder à l'élite. Et donc l'école de Jules Ferry affirme assez clairement ce principe. Mais ça, c'est seulement pour l'appartenance à l'élite. L'idée qu'on se préparerait à tel ou tel métier grâce à l'école, au fond, ça n'est vraiment affirmé que dans les années 60-70. Et que l'école doit permettre de préparer à trouver sa place dans la société. Et donc, en association avec cette idée d'une école qui aurait pour fonction d'allouer les places sociales, se développe l'idée que l'école pourrait faciliter l'ascension sociale. Au fond, grâce à l'école, on pourrait sortir de son milieu social et avoir un avenir différent de celui auquel notre milieu social nous destinait. Cette idée-là n'est pas totalement étrangère à l'école de Jules Ferry, mais encore une fois, elle est tout à fait secondaire. Elle n'est pas étrangère, mais elle est secondaire. Ça devient une idée forte dans les années 60-70, donc nettement plus tard, une idée forte à un moment où l'ascension sociale devient quelque chose de légitime et même quelque chose d'encouragé. Alors ça peut vous paraître bizarre que je dise que que l'ascension sociale devient quelque chose de légitime. Ça supposerait qu'avant elle ne l'était pas. En effet, au XIXe siècle, quelqu'un qui sortait de son milieu social et qui rentrait dans un milieu social plus élevé, en général, il était assez mal vu. C'est ce qu'on appelait un parvenu. Un parvenu, d'ailleurs, la littérature du XIXe siècle, et même si on remonte plus haut, jusque dans les comédies de Molière, on se moque beaucoup des parvenus, qui sont les gens qui ne maîtrisent pas les codes de l'élite et qui prétendent y entrer. C'est la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, enfin aussi grosse du moins que le bœuf, dans les fables de La Fontaine et dans la sagesse populaire, parce que La Fontaine a repris cette fable d'histoire traditionnelle et ancienne. Voilà, c'est celui qui veut, comme le dit l'expression populaire, si vous me passez l'expression, c'est celui qui veut péter plus haut que son cul. Donc cette expression montre un peu à quel point l'ascension sociale n'était pas quelque chose d'évident. Il a fallu attendre un certain temps pour que l'ascension sociale devienne non seulement acceptable, mais en plus qu'on lui reconnaisse la légitimité à être un véritable objectif. C'est plus seulement un accident. Ça devient vraiment quelque chose que tout le monde doit essayer de chercher, voire même ça devient un droit. Et ça, c'est relativement récent. Et quel meilleur moyen, quel est le moyen le plus juste d'assurer l'ascension sociale ? Pourquoi pas l'école ? Au total, on se dit quand même que l'école a de plus en plus de fonctions. Et on assiste à une multiplication des demandes de la société. Parce que là, j'ai évoqué les fonctions traditionnelles de l'école, en allant jusqu'aux années 60-70. Mais si on y pense, depuis, les attentes à l'égard de l'école, les demandes de la société se sont multipliées. Aujourd'hui, on demande à l'école de garantir l'insertion professionnelle. Par exemple, non seulement elle doit aider les jeunes à bien se former pour un métier, ce qui est encore quelque chose qui n'était pas évident avant, mais en plus, il faudrait que les jeunes ne soient pas au chômage quand ils sortent de l'école, et donc il faudrait que l'école s'organise pour ça. On demande à l'école de lutter contre les incivilités. Il faut que l'école discipline les jeunes. Tiens, on retrouve un peu l'idée de contrôle et d'encadrement de la société, que l'école apprenne la politesse aux jeunes. On demande à l'école de lutter contre la radicalisation, contre le terrorisme. Et à chaque fois qu'un drame se produit, qu'il s'agisse des méfaits d'un délinquant sexuel ou d'une catastrophe provoquée par un terroriste, tout de suite la question qu'on se pose, c'est mais que fait l'école ?